Bien manger, ça s'apprend. Eh ben, écoutez, on est ravis. On est ravis. On va apprendre plein de choses. Et puis alors, on a des spécialistes qui vont au contraire nous aider. Alors, j'ai un peu d'écho, c'est bon. Je vais vous présenter nos intervenants. Grégory Cuiron, chef cuisinier. Bonjour Grégory. Et on est vraiment... Si normalement, il marche. Sofiane, tu me mets du son? Oui, il marche. Ça marche. Bonjour. Voilà, Grégory qui a un credo, j'ai bien aimé, cuisiner pour s'amuser, faire découvrir et partager. Oui, entre autres, ouais, c'est important. Et puis, au contexte de Dominique, je sais maintenant que c'est aussi la première des médecines, donc je fais d'autant plus gaffe. Alors voilà, tout trouvé, je vous présentez Dominique Cellier, qui est médecin, responsable métabolisme et nutrition au Centre Léon Bérard, voilà, qui a déjà participé à plusieurs tables rondes. Merci de nous suivre toute la journée, c'est formidable Dominique, on est content que vous soyez là. Et j'ai beaucoup appris. Tant mieux. Carole, vous pouvez enlever votre masque si vous voulez. Voilà, Carole Chazoul est enseignant-chercheur et sociologue, responsable scientifique à l'école d'ingénieurs en agronomie ISARA, qui a un stand juste un peu plus bas. C'est ça. Bonjour et bonjour Béatrice Moriot, vous êtes directrice de recherche à INRAE, Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Merci de nous rejoindre. Merci beaucoup, bonjour. Alors pour introduire ce sujet assez vaste, l'équipe qui a préparé cette conférence a choisi de vous présenter un film. Alors Dominique, comment vous est venue cette idée de créer un film pour introduire le sujet? Alors l'idée est venue que nous avions comme thématique de permettre au public d'apprendre à bien manger. Compte tenu des précédentes tables rondes, c'était un peu utopique de redévelopper quelque chose tourné autour de la qualité nutritionnelle, l'organisation en fonction de son physique, de ses éléments de santé. Et l'idée, grâce à Carole et Laura qui est dans la salle mais qui a très peur, qui n'a pas voulu monter sur scène, l'idée... On va la citer, hein, c'est Laura Brennan, elle est ingénieure, diplômée en diététique. Alors à la fin du film, vous pourrez l'applaudir parce qu'elle a fait un gros travail. Et donc on a décidé, plutôt que de faire 40 minutes d'exposé, de présenter un film court de 3 minutes qui reprend des thèmes qui permettent d'améliorer son alimentation. Alors pendant 2 minutes, je vais vous expliquer comment on a fait le film. D'abord, on a réfléchi quelles étaient toutes les étapes, quel était le processus du moment où on se levait le matin avec une idée de cuisiner. Et cette idée, elle était souvent générée par notre goût, notre appétence, notre envie de manger, notre culture, notre éducation, notre milieu social, notre religion, tout un tas de choses qui influent. Puis après, tout un schéma se déroule jusqu'au moment où on va préparer ce plat. Puis après, qu'est-ce qu'on va faire de ce plat? Qu'est-ce qui va devenir? Donc, plutôt que de rentrer dans une espèce de dissection, excusez-moi du terme, mais d'une dissection de la pensée, on a dit que si on faisait ça sur 3 minutes, ça serait mieux. Et on a mis en avant surtout quelque chose qui est très accessible. Et là, je voudrais remercier encore la manière dont il a été fait. C'est un film qui a été fait avec vraiment des petits moyens, mais la qualité de ce qui est rendu, on a trouvé qu'il représentait tout à fait ce qui pouvait se passer et qui peut permettre de vous apprendre peut-être des choses. Et ensuite, après le film, on aura une intervention, les nuages de mots, une question avec Grégory, et surtout, comme on a une quarantaine de minutes, des questions que vous poserez. Et si il n'y aura pas de questions idiotes, rebondissez bien sur le film, parce que ce matin, on a eu la chance d'avoir des conférences, mais malheureusement, pas assez de temps avec le public. Donc je trouve que celle-ci, c'est l'occasion pour vous de respirer avec nous ce qu'on a fait, et je vous en remercie beaucoup pour les questions. Absolument, on va privilégier l'interaction. D'ailleurs, vous verrez tout à l'heure, on va vous expliquer comment interagir aussi avec vos téléphones portables. Juste sur la petite table là-bas, je voulais vous préciser qu'on a déposé des documents qui ont été réalisés par Laura aussi, que vous pouvez récupérer, qui sont en lien avec cette conférence sur comment est-ce qu'on peut bien s'alimenter, qu'est-ce que le comportement alimentaire. Donc c'est des petites infographies, mais où tout est réuni, tout l'essentiel à connaître. Voilà, super. N'hésitez pas.
Eh bien, on est prêt, on lance le film. Manger, cet acte essentiel à la vie qui occupe en moyenne 2h22 de nos journées. Se nourrir implique de nombreux enjeux sociétaux, environnementaux et économiques. Comment agir au quotidien pour répondre à tous ces enjeux? Quels choix alimentaires faut-il privilégier? Concrètement, qu'est-ce qu'un repas durable? Afin de mieux comprendre ce qu'est une alimentation durable, nous vous proposons de retracer le cheminement d'une recette, les questions à se poser et les gestes à adopter. Commençons par regarder ce que l'on a à la maison. Vérifions les dates de péremption. Ainsi, nous évitons d'acheter des produits à disposition et générons des économies pour nous et la planète. Achetons uniquement ce dont on a besoin. Aidons-nous d'une liste de courses. L'achat et la traçabilité des produits sont des éléments clés. Choisissons l'origine du produit, soyons attentifs aux saisons. Pensons aux circuits courts, les petits marchés, les producteurs locaux, les paniers et pourquoi pas de nouvelles technologies comme les distributeurs et drives fermiers. Des enseignes de supermarchés se mobilisent et identifient des produits locaux. Il existe de nombreux labels qui aident à choisir. Ils clarifient les modes d'élevage et les pratiques agricoles. Restons vigilants face aux tentations. Privilégions les produits bruts. Simplifions les achats et évitons les produits en trop grosse quantité. Privilégions la qualité à la quantité. Pour la conservation à domicile, rappelons qu'il est important de bien ranger ses aliments. La cuisine du quotidien doit favoriser l'équilibre et la diversité des aliments. Varions nos repas et veillons à limiter les excès en sel, sucre, matières grasses et additifs alimentaires. Ceci implique le choix d'une cuisine simple et non des produits ultra transformés. Limitons le gaspillage en sachant réutiliser les reliquats alimentaires et gérer les déchets avec le tri sélectif. Cuisiner peut être un acte ludique faisant appel à nos 5 sens. La vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. L'apparence d'un plat peut aussi impacter les saveurs ressenties lors de la dégustation. Sachons adapter nos portions à notre niveau de faim pour se servir la quantité adaptée. Le repas a une dimension sociale importante. C'est un moment d'échange et de convivialité. Mais c'est aussi un temps de pause, de détente. Mangeons en pleine conscience, sans distraction. Compostons nos reliquats alimentaires non consommables pour redonner à la terre ce qu'elle nous a donné pour nous nourrir. La boucle est bouclée. Voilà, on peut l'applaudir. Petit moyen, mais grand message. On a bien compris, l'alimentation durable, qu'est-ce que c'est, hein? On est bien d'accord. Alors, on va tout de suite vous faire interagir. Donc, vous avez vos téléphones portables qui sont mis en silencieux, ça c'est bien. Et là, on va vous demander de taper dans votre moteur de recherche Live e Good. Alors, voilà, dans n'importe quel moteur de recherche, vous allez taper livee.io/G2OD. Une fois que vous avez trouvé, voilà, vous arrivez sur une application, vous avez un petit onglet à droite avec 3 barres. Vous allez taper sur les petites barres et vous allez sélectionner « Nuage de mots ». Voilà, est-ce qu'on est prêt? Alors, on va vous poser une première question. Que vous évoque ce film? À partir des mots, un seul mot, vous allez envoyer, notre technicien va les enregistrer et ça va apparaître sur cet écran et on va voir ce que vous a évoqué ce film et ça va être le début d'un échange, d'une conversation avec nos invités. Alors, on a déjà qui arrive tout de suite, simplicité. Oui, la simplicité, l'apprentissage, on est là pour bien manger, ça s'apprend. Donc apparemment, vous avez été nombreux à mettre apprentissage, comme quoi il y a de l'éducation à faire. Hein. Responsable, en effet, il y a un acte responsable, et plusieurs même. Voilà, il en arrive
les plus petits. Voilà, on a les deux. Alors, j'ai bien des lunettes, mais j'arrive pas. Vraiment, responsable d'apprentissage, c'est les plus significatifs. J'aime bien aussi consomme-acteur. Consomme-acteur, absolument. Il en arrive encore. Apprentissage, responsable, bon. Bon, bien sûr, le goût, toujours. Hein, c'est au centre aussi de tout son avala. Alors, on parle de convivialité. Vous en avez parlé, Grégory, tout à l'heure. La convivialité, c'est aussi très, très important. Voilà ce que évoque le film. Est-ce qu'on lance tout de suite la deuxième question ? Vous voulez déjà rebondir là-dessus ? Je voudrais poser et interpeller Grégory sur le film, et puis peut-être qu'il nous donne un exemple d'une recette dans laquelle on peut faire du responsable et durable tout en gardant le plaisir et les traditions. Le goût et la convivialité. Oui, tout à fait. Alors déjà, moi, il y a deux mots qui m'étonnent de ne pas trouver là-dedans, c'est économie et bon sens. Parce que finalement, l'alimentation durable, c'est la cuisine ménagère, c'est quelque chose qui s'est toujours fait, et on a l'impression de réinventer un peu la quadrature du cercle, alors que finalement, c'est quelque chose que faisaient déjà nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, nos grands-pères et arrière-grands-pères. Et je pense qu'au XXe siècle, sur plein de sujets, on s'est un peu perdu. Et finalement, revenir à des bases anciennes, et c'est pas parce que c'est vieux que c'est pas bien, c'est quelque chose d'important. Moi, je sais que, pour le coup, on parle d'apprentissage également. Il faut apprendre à bien manger, mais surtout, ce qu'il y a, c'est que la physiologie du goût, ça s'opère quand on est enfant. Moi, les plats qui me procurent le plus d'émotions, c'est ceux qui me rappellent ce que me faisait mon grand-père. En l'occurrence, c'était plutôt mon grand-père qui cuisinait. Oui, comme beaucoup de personnes d'ailleurs. Comme quoi, c'est très très important d'éduquer très tôt. Et parfois, il faut un petit peu se substituer à la famille en essayant d'emmener les enfants vers des choses simples, des choses de saison et des choses qui ont du goût, tout simplement. La convivialité, très importante aussi, le plaisir, le goût. Alors le plaisir et le goût, c'est aussi très important, et à travers le film, on n'a pas fait ressortir, puisqu'on était resté sur l'idée du déroulé du début à la fin, c'est pour ça que ça s'appelle de l'idée à la terre, mais il y a un élément qui est très important, c'est se connaître soi-même. Parce que dans cette salle, on est tous différents, on n'a pas les mêmes goûts, certains aiment manger chaud, froid, salé, sucré, on n'a pas même les mêmes besoins, on n'a pas le même âge, on n'a pas la même activité physique, et vouloir standardiser une nourriture et ne plus la customiser en termes de volume, en termes de préparation, où on peut utiliser plus ou moins de sel, plus ou moins d'aromates, c'est une hérésie. Et très souvent, on cale de l'information nutritionnelle sur un modèle standard. Et moi, très souvent aux patients, je leur explique que d'abord, il va falloir qu'on essaye de décoder presque les disséquer, essayer de comprendre qui ils sont, et lorsqu'ils comprendront qui ils sont, ils comprendront comment bien manger. Bien sûr, c'est assez difficile parce qu'on vit en collectivité, on a des rythmes de vie un peu parfois similaires, et on est obligé de s'adapter là-dessus. Mais c'est une faiblesse. Oui, Béatrice, vous vouliez ajouter quelque chose ? Moi, j'aurais bien aimé rebondir sur les paroles de Grégory par rapport à l'apprentissage. Grégory a vraiment raison de dire qu'il faut commencer l'apprentissage très tôt, mais des fois, la vie fait que chez un enfant, l'envie n'est pas là, l'envie de découverte n'est pas là, c'est physiologique, ça fait partie de la vie de l'enfant, et jusqu'à un certain âge, eh bien, il n'a pas envie de découvrir, surtout au niveau de l'alimentation et surtout par rapport à certains types d'aliments. Donc c'est surtout ne jamais désespérer, rester patient, persévérer et toujours travailler sur le plaisir, l'ouverture d'esprit, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Alors Carole. Oui. Moi, juste un mot sur la convivialité. Je vois que ça sort très fortement. Il faut penser que dans les modèles alimentaires, moi je suis sociologue, donc je parle un peu en décalé avec mes collègues. Dans les modèles alimentaires, on se rend compte que ça se perd le fait de faire 3 repas par jour, et seulement 3 repas par jour, et pas 10, 15, 20 prises alimentaires totalement fractionnées, comme ça peut être dans d'autres modèles. On perd aussi finalement l'habitude de cuisiner, on perd l'habitude de manger ensemble, même si on ne mange pas toujours la même chose et qu'on s'adapte. Mais cette idée de convivialité, de manger ensemble, de travailler la cuisine, d'y réfléchir,
C'est quelque chose qui est caractéristique de la culture française. Ça a été inscrit aussi au patrimoine alimentaire de l'UNESCO autour du repas gastronomique français. Et c'est quelque chose qui est aussi important pour bien manger. Oui, et manger en pleine conscience également. On en a parlé tout à l'heure. Grégory, on voit dans le film la gestion des déchets, il ne faut rien perdre. Vous aviez une petite recette à nous donner? Oui, alors je vous parlais de cuisine ménagère. Déjà, j'aime bien l'exemple des tomates farcies. Ça, c'est une très bonne chose parce qu'il reste toujours un bout de rôti, un bout de poulet. Enfin, moi, j'invite les gens on a un outil qui est formidable, qui est le congélateur. Alors, il ne faut pas mettre des barquettes de poisson carré dedans, mais on peut l'utiliser pour ses propres produits. Et quand il vous reste un petit bout de viande, vous n'hésitez pas à les mettre au congèle. Et une fois que vous en avez suffisamment, vous allez faire une petite farce pour vos tomates farcies. Et quand on va les évider, plutôt que de jeter la pulpe qui se trouve à l'intérieur, on peut faire un petit ketchup. Pareil, un petit ketchup maison. Un petit ketchup maison. On va utiliser du sucre et du vinaigre. Moi, je fais caraméliser un petit peu de sucre dans le fond de la casserole. On déglace avec du vinaigre de Xérès. C'est ce qu'on appelle une gastrique. Et puis on peut rajouter quelques épices, un peu de gingembre, un peu de cannelle, un peu de clou de girofle, et puis nos tomates. Et on laisse compoter ça tranquillou sur le coin du feu pendant 20 minutes, une demi-heure selon la quantité de légumes que l'on a. Et après, il ne reste plus qu'à mixer. Et on verse ça bien chaud dans un pot de confiture, on le referme, ça l'auto-stérilise et ça se garde super longtemps au réfrigérateur. Et les enfants, ils retrouvent leur compte dans ce ketchup? Oui, ils aiment bien. Alors là, je donne l'exemple de l'intérieur des tomates, la pulpe de tomate, mais on pourrait très bien utiliser aussi des carottes, de la courge, enfin selon les produits de saison. Ça fait un condiment qui est plutôt sympa. Alors, il ne faut pas en manger 3 grandes louches par jour parce qu'il y a quand même du sucre. Il y a du sucre, mais oui. Au moins, on maîtrise. Et je rebondis d'ailleurs sur ce qu'il disait ça m'a vraiment inspiré, ce petit documentaire. Ce qui était dit dedans, c'est-à-dire que quand le produit n'est pas transformé, on sait ce qu'il y a dedans. Parfois, on fait une recette, on dit « Waouh, il y a beaucoup de sucre ». Mais si vous imaginez ce qu'il y a dans les produits transformés, il y en a 20 fois plus. C'est comme le gras, c'est une horreur. Tout dépend de quel gras quand même. Parce qu'on ne va pas bannir complètement le sucre et le gras de notre alimentation. Il y a très très bon gras dans notre alimentation. On a du bon gras. Il y a du bon gras, il y a des bons lipides. Oui. J'imagine que vous utilisez beaucoup d'huile, des panels d'huile différents. Grégory, qu'est-ce que vous utilisez ? En fait, tout dépend de l'utilisation que j'ai à en faire, parce que moi j'aime bien les huiles de fruits à coque, de noisettes, de noix, mais bon, ça c'est uniquement pour parfumer parce que ça supporte pas la chaleur. Et sinon, oui, moi j'aime bien l'huile de pépin de raisin parce que c'est neutre et du coup on peut faire plein d'autres choses avec. Et l'huile d'olive parce que c'est bon, j'aime bien le goût. L'huile de colza, pardon. Je vous prie de m'excuser. Vous avez vu qu'on peut bien manger en prenant le temps de réfléchir à une recette ancestrale qui nous revient de l'histoire familiale, mais aussi on peut bien manger, et ça apparaît dans le film, en travaillant d'autres éléments, c'est-à-dire en sachant acheter et en prévoyant acheter. Et on peut très bien manger. Pour les gens qui me disent « Mais docteur, j'ai pas le temps de cuisiner, donc c'est bien beau de me raconter tout ça », je suis désolé, mais les boîtes de thon, les boîtes de sardines, les boîtes de maquereaux, c'est pas toxique. En termes de qualité nutritionnelle, c'est très bien. Ça peut apporter un manque plutôt que d'aller manger un morceau de fromage et puis d'avoir faim après, de recommencer. Et j'insiste beaucoup sur ces éléments bruts que l'on a. On peut utiliser, Grégory parlait des huiles, on peut utiliser l'huile qu'il faut, le sel qu'il faut, l'aromate qu'il faut, et du coup, la pauvre boîte de sardines qui traînait au fond de son placard, qui paraissait toute tristounette, elle peut devenir un plat très bien préparé. Il suffit d'avoir une fourchette et de l'écraser et de mettre du sel, de rajouter de la coriandre, quelque chose. Et un peu de fromage frais. Et un peu de fromage frais. Donc, n'oubliez jamais que ce qui compte, c'est d'abord identifier l'aliment que vous visualisez. Parce qu'on a été équipé et doté d'essence, la vue, l'odorat, le goût, le toucher. C'est pas pour rien. C'est d'ailleurs pas pour rien que l'enfant apprend à toucher. Il faut le laisser toucher, il faut le laisser palper les choses. Un enfant prend un aliment et le refuse systématiquement, à moins qu'il ait une appétence particulière à la nourriture, et c'est là où il faut commencer à s'inquiéter. Mais peut refuser jusqu'à 50 fois l'aliment. Et c'est la 51e fois qu'un jour, il va peut-être l'accepter. Donc l'apprentissage, ça s'apprend en développant ses sens et en osant.
Et j'avais une diapo, quand je faisais des formations au Centre Léon Bérard, j'avais une diapo qui était « Oser ». Osez essayer quelque chose que vous n'avez pas essayé, et après, vous pourrez peut-être tirer un substratum de ce que vous venez de faire au niveau du goût, au niveau de l'apprentissage. Alors, Grégory, vous avez dit que le film vous avait inspiré. On passera aux questions juste après, s'il vous plaît. Vous avez dit que le film vous avait inspiré. J'espère qu'il vous a inspiré aussi, parce qu'on va vous poser une deuxième question pour engager justement la conversation. Et madame, on vous donnera la parole. Alors, est-ce que ce que vous avez vu dans le film vous semble facile à mettre en place? Et la question, c'est que pourriez-vous faire à votre niveau pour développer une alimentation durable? Alors, on vous demande un mot. Alors, c'est toujours sur la même application, hein, c'est toujours... on va vous le remettre... ah ben ça y est, ça arrive déjà. Alors, il y a des gens qui disent oui, on doit pouvoir faire quelque chose à notre niveau. Une liste, ah ouais, oui, une liste, ça c'est important, on l'a vu tout à l'heure, et une liste de courses, bien sûr. Prévoir, oui, il faut anticiper. Voilà, ça c'est terrible, n'est-ce pas Grégory? Tout à fait. Alors, je suis une véritable pipelette, mais ça m'inspire également. On parle de liste de courses, il y a un autre truc qui est super important. Ne faites jamais les courses alimentaires avant de manger. Ah là là, c'est terrible ça. Ah non, c'est terrible. On achète beaucoup plus que si on fait ça après un repas. Beaucoup trop. Alors cuisiner, oui, ça c'est sûr qu'il faut se mettre à cuisiner. Bon, et la cuisine, Grégory, c'est à la portée de tout le monde. Alors, on va dire, il a beau jeu de dire ça, mais cuisiner pour 3 ou 4 un soir, on peut le faire en une demi-heure en faisant que du frais, et quelle que soit la saison. Donc oui, c'est une demi-heure. D'un autre côté, est-ce qu'on ne peut pas rogner sur une demi-heure de télé, une demi-heure de glande? Enfin voilà, c'est une saine activité, ça peut être sympa. En même temps, ça ne prend pas nécessairement du temps non plus de cuisiner. Alors, ça en prend plus que d'ouvrir une boîte, ça c'est certain, ça, on va pas mentir, c'est entre prendre un truc, le mettre au micro-ondes et cuisiner soi-même, mais il faut voir le côté ludique de l'activité, et en revanche, on peut limiter le temps, et puis aussi se consacrer dans la semaine, le dimanche, si on a envie, le dimanche après-midi, on prend 2 heures pour faire quelques repas d'avance et qu'on pourra consommer ultérieurement. Alors en effet, on voit que parmi vous, il y a des gens qui disent, eh ben, nous, on va consacrer du temps, bon, ben, ça c'est pas mal. L'anticipation, prévoir et cuisiner, voilà, c'est ce qui vient en priorité. Qu'est-ce qu'on a encore? On a utile, ben oui, utile, oui, prendre. Je comprends, moi, c'est prendre le temps, non? Prendre le temps, peut-être bien, oui, prendre le temps. Les courses, bien sûr, alors là, les courses, anticiper, voilà, s'adapter. Finalement, oui, on voit qu'il y a des moyens. Et aujourd'hui, justement... allez-y, Carole. Dans le modèle alimentaire, si on regarde le temps qu'ont passé, notamment les femmes, à faire les courses, à cuisiner, il y a 50 ans, on était sur 3 heures par jour. Hein. Ça paraît énorme aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est à 20 minutes à peu près. Donc, on voit bien, hein, entre ces deux espaces de temps, que ce sont les 50 ans qui sont passés et le temps aussi différentiel qu'on met dans la cuisine, toute l'industrialisation du modèle alimentaire, hein, c'est le résultat de cette industrialisation. C'est aussi le résultat finalement du développement de l'équipement, parce que dans nos cuisines, il y a des frigos, il y a des congélateurs, il y a des micro-ondes, et tout ça évidemment facilite ou a fait qu'on cuisine moins. Il y a des robots en plus maintenant, on a des robots qui nous expliquent. Ça c'est plutôt pas mal parce que ça peut aider à recuisiner. Et du coup, on voit bien toute cette industrialisation parce que on achète, c'est tout prêt, c'est pratique. Et du coup, parfois c'est pratique, mais pour la santé... Oui, on a parlé des produits ultra transformés. Je vois qu'il y a un mot qui apparaît aussi, organisation. Il faut être organisé en cuisine, Grégory, un minimum. Ouais, un minimum. Oui, on va être organisé dans les courses, être organisé dans ses tâches. Parce que qui dit organisation dit gain de temps. Et qui dit organisation dit aussi, encore une fois, économie, parce qu'on va pas perdre la moitié de ce qu'on a fait. Si on a organisé et qu'on connaît un petit peu la chose, comme le disait Dominique, on va prendre les bonnes quantités.
Et c'est beaucoup plus économique, de même que c'est plus économique parfois d'aller chez son boucher, ce que j'explique, ou chez un imprimeur, parce qu'au lieu... on disait qu'il ne fallait pas trop consommer, c'est ce qui est dit dans le documentaire. Quand vous achetez de la crème au poids, on vous donne pile poil le poids de crème dont vous avez besoin, alors que sinon on va vous sortir une promotion sur 3,5 kg de crème, et après vous en faites quoi? C'est un peu le problème, et la même chose pour les tranches de jambon. Enfin, voilà. Oui. Et un élément en santé, là je rebondis, je prends la casquette du médecin et moins du cuisinier. Si vous cuisinez, s'il y a des choses qui restent, plutôt que de les garder pour le lendemain ou le surlendemain, congelez et reconsommer quelque temps après en décongelant. Parce qu'il faut savoir que la plupart, par exemple, préparer du potage le soir pour 3 jours, le premier jour, vous mangez un potage, le deuxième jour, vous ingérez quelque chose où il y a eu des légumes, mais le troisième jour, les vertus d'une moindre chose qui sont les fibres et les vitamines n'existent plus. Donc, il faut vraiment en avoir conscience. Et c'est vrai pour tellement de choses. C'est vrai pour les fruits, c'est vrai pour les jus, c'est vrai pour les viandes qui sont préparées. Et moi, souvent, je suis assez surpris quand on me raconte, parce que j'adore aller farfouiller dans les tickets des dames qui viennent me voir en me disant j'ai des problèmes de poids. Je regarde leurs tickets de ce qu'elles ont acheté et je m'aperçois qu'elles me disent oui, mais j'ai pris tout ça, mais j'en ai préparé pour 5 jours. Et là, il vaudrait mieux mettre au congélateur, si on a fait pour plus grand, ça se comprend, et consommer en décongelant. Alors peut-être juste faire une petite parenthèse, rappeler les règles de congélation, parce que là aussi c'est important pour la santé. Qui peut en parler? Dominique, je te laisse parler. Alors, les règles de congélation, c'est simple. Déjà, je suis désolé, je vais être un peu vulgaire en fin de journée, mais c'est Jean-Pierre Coff qui disait quand on congèle de la merde, on décongèle de la merde. Déjà, à la base, il faut avoir préparé quelque chose qui soit congelable. Quand je dis congelable, c'est-à-dire que ce qu'on a préparé n'a pas été hyper salé, hyper sucré, quitte à ce que lorsqu'on décongèle, on puisse réagrémenter le plat qu'on a préparé. Parce qu'il faut savoir que le processus de congélation va toujours déshydrater et réhydrater, donc va reconcentrer les goûts. Et ça, c'est un réflexe à avoir. Le processus de congélation, c'est qu'un aliment se congèle et garder le principe de le décongeler sur au maximum la saison qui vient, c'est-à-dire vous bénéficiez d'un plat, des champignons, et quand c'est plus la saison du champignon, vous pouvez en manger. Mais n'attendez pas la saison suivante des champignons, parce que dans nos congélateurs de type standard que l'on trouve, au bout de 3 mois, on peut considérer que la congélation ne devient plus quelque chose de satisfaisant. Là, j'insiste beaucoup parce qu'on ne sait pas congeler. On ne sait pas non plus conserver dans le frigo ces aliments. Il y a des choses qui ne se mettent pas ensemble. Les agrumes se mettent d'un côté, les fruits et les légumes, les autres fruits peuvent se mettre ensemble, au risque de les dénaturer. Et la transmission des goûts, enfin, je ne peux pas le développer trop maintenant, mais tous ces processus-là sont des choses qui sont véritablement, ce matin je parlais de la connaissance et de l'apprentissage, c'est véritablement de l'apprentissage. Et dans la congélation, il faut savoir une fois par an, débrancher son congélateur, le vider intégralement, le laver, le refermer. Il faut savoir mettre au-dessus des choses qui supportent une ouverture. Quand vous ouvrez 15 secondes un réfrigérateur, vous perdez 50%. Là, je fais de la technique, j'ai l'impression d'être l'ouvrier de chez Darty, mais vous perdez 50% de la préparation, de la conservation. C'est-à-dire, si vous faites ça 3 fois, vous allez chercher des glaces, et à côté des glaces, vous avez conservé les bolets de la mamie qu'elle vous a amené quelque temps avant, vous avez complètement plus rien dans vos plats qui ont été congelés. Donc c'est véritablement un processus qui passe par l'hygiène, et puis il suffit de lire une fiche technique, vous allez sur Internet, vous regardez comment bien congeler, et après, on a une meilleure alimentation. Alors, on va passer aux questions. Pardon, la réchauffe aussi, c'est important, parce qu'au-delà de 65 degrés, on est plutôt tranquille d'un point de vue bactériologique. Donc, c'est pas terrible. Alors, c'est un peu différent pour le poisson, parce que je crois que le saumon, en France, on n'achète que du saumon surgelé. Enfin, il est obligatoire qu'il ait été surgelé sur le bateau, parce que ça tue des bactéries. Mais pour le reste, évitez de mettre de la viande hachée au congélateur pour ensuite en faire un steak tartare. Oui, c'est pas la bonne recette. Allez, on va vous céder la parole. Madame, une première question. Oui, on a du son, Sofiane, sur le micro. Allez-y, madame. Allô, bonjour. Alors, ce n'est pas une question, c'est une proposition. Dans les menus, on peut aussi penser aux salades composées, parce que les aliments ne sont pas cuits, donc riches en vitamines.
Et puis on n'utilise pas d'énergie. Et ça demande moins de temps de préparation. Donc je pense que c'est bien de rappeler que les salades composées, c'est quelque chose de pratique pour le quotidien. Oui, puis on peut y mettre plein de choses dans les salades composées, Grégory. On peut se faire plaisir. Non. Non. Alors, le médecin dit non. Je suis désolé, je vais casser l'ambiance. Je vais vous donner une règle de nutrition. Là, c'est le médecin nutritionniste qui parle. Lorsque vous composez des salades, c'est une très bonne idée puisque ça permet de varier les goûts. Mais essayez, si vous le pouvez, de ne mélanger que des aliments qui appartiennent aux mêmes familles alimentaires. Par exemple, vous faites tomates, concombres, carottes râpées, betteraves rouges. Vous avez mais si vous rajoutez dedans des noix, de la tomate mozzarella et puis 2-3 petites choses qui traînent dans le frigo, le problème, c'est que là, ce n'est plus un problème de bien manger, parce qu'au niveau gustatif, c'est certainement très bon, mais au niveau nutritionnel, votre corps, lorsqu'il va voir arriver l'ensemble des formations alimentaires, c'est-à-dire qui sont les fibres, les glucides, les lipides, il ne va pas pouvoir les reconnaître. Donc, comme le corps est intelligent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord les mettre de côté. Donc, un des grands principes de nutrition, lorsqu'on fait de la CMN, c'est-à-dire comportemental, métabolique et nutritionnel, c'est de dire aux gens, faites des mélanges, mais de mélanges de familles identiques. Évitez, par exemple, de rajouter avec des œufs dans la salade. C'est un autre avantage. Quand on mange mélangé, on ne se rend pas compte des volumes. Si on mange séparé, si vous mangez de la salade, après vous mangez un œuf, et puis après vous mangez un morceau de fromage avec le pain, là vous avez un plat séquentiel et vous avez un véritable dîner. Le pire, c'est la salade toute prête avec tous les mélanges, mangez très très vite devant la télé, vous avez masqué le goût des aliments, vous avez fait au niveau nutritif un apport non sélectif des familles. Et troisièmement, alors au niveau, je parle pour les gens qui ont tendance à prendre peut-être un petit peu de poids, au niveau du poids, c'est catastrophique. Et vous avez des gens qui vous disent, je ne comprends pas, docteur, le soir, je me fais une petite salade. Bon, d'accord, mais la petite salade n'est plus de la salade. Parce qu'il y a des protéines, des lipides et des fibres dedans. Là, je parle sur le versant. Attention, je ne parle pas du versant gustatif, je ne parle pas du versant du cuisinier, je passe sur le versant du médecin qui essaye de donner des astuces pour que les gens puissent faire durer leur repas, utiliser, cuisiner avec les aromates et autres, ça compte pas, mais éviter les mélanges. Oui, mais alors l'escalope de poulet avec les haricots verts? Alors l'escalope de poulet avec les haricots verts, on peut manger un plat avec du poulet et les haricots verts. C'est ce que j'ai mangé à midi, en fait. Mais tout ce qui sont les salades, c'est d'ailleurs pour ça que pourquoi les plats comme la pizza, les cakes aux olives, enfin toutes ces espèces de trucs mélangés, pourquoi c'est autant satiétogène et aussi calorique? C'est parce que d'abord en volumétrie, on perd la notion de la volumétrie. Essayez de faire une salade de riz dans lequel vous mettez du riz, des olives et tout le tralala. Quand vous la décomposez, si vous mangez du riz en salade avec de la sauce, si après vous mangez de l'œuf, si après vous mangez un peu de tomate, et puis si vous mangez, votre repas vous sentez plus important. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs pourquoi dans le processus du McDonald's, je suis désolé de citer quelques marques, c'est autant calorique. C'est tout simplement parce qu'on mange quelque chose qui est hyper dense, transformé, très vite et en volumétrie très important. Parce que si on vous décomposait le steak, par exemple un double cheese dans lequel vous avez un steak, puis un deuxième steak, puis une tranche de fromage, puis une autre tranche de fromage, puis un morceau de pain, puis un morceau de pain, faites l'essai. Mangez un morceau de pain, un steak, un bout de fromage, un steak, un bout de fromage et du pain. Vous n'arrivez pas au bout. Et pourtant, physiquement, vous l'avez ingéré. Alors, je vais vous faire un exemple, et je termine là-dessus pour vous montrer que mon propos est juste. Essayez de faire une salade de fruits avec uniquement en fin de repas, je ne sais pas, mettons une pêche ou un abricot si vous avez décidé de manger. C'est impossible. Vous allez mettre plusieurs fruits entre eux, que vous allez manger à deux une salade, et au lieu de manger un fruit, vous allez manger un fruit et demi. Donc là, c'est sous l'angle de la quantité et la qualité nutritionnelle, ça fausse les informations que vous mangez. J'ai parlé en termes de médecin nutritionniste, je n'ai pas parlé en termes de goût. Oui, ça donne pas envie de t'inviter à manger. Ça. Non, mais on peut très bien préparer des salades avec des aromates, et puis on peut faire des salades de légumes composées, de plein de choses. Ah bah plusieurs légumes, ça c'est bien. On peut faire des viandes mélangées entre elles et les faire cuire. Donc et puis rajouter. On évite la feta avec la tomate et le concombre, qui est pourtant la base du régime grec.
Oui, oui, c'est vrai, mais ils ont d'autres choses, c'est qu'ils mangent en petite quantité. Vous m'aurez pas sur ce sujet-là parce que je suis intarissable. En revanche, je sais que Dominique déteste la compote parce que la compote, c'est ingérer beaucoup trop de fruits. C'est vrai? Allez, vous avez la parole. Une autre question. Allez-y, madame. Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions. Je voulais revenir sur le mot convivialité qui aujourd'hui est assez fort. Et je voulais avoir votre avis sur toutes ces entreprises, start-up qui se lancent sur les compléments alimentaires. Ouais, je vois les yeux qui se lèvent. Et puis également les repas en une barre pour gagner encore plus de temps. Ah oui, alors, là, la convivialité, pour le coup, elle n'y est pas. Allez, Béatrice. Oui, on cherche la convivialité dans vos propos. Quel est le plaisir convivial de partager une barre avec une densité énergétique au plafond et une pauvreté nutritionnelle au plancher. Bon, ça pose problème, effectivement. Déjà, il n'y a pas de convivialité. Il y a peut-être un petit plaisir personnel et égoïste sur une durée de 5 minutes. Mais là, on va à l'encontre de tous les grands principes en fait, qu'on a discutés aujourd'hui. C'est prendre le temps de manger, de mâcher, se poser, apprécier la durée du repas et apprécier aussi l'échange pendant le repas. Donc ça, vous l'oubliez complètement. Et avec les compléments alimentaires, c'est encore pire parce que vous ingérez des gélules qui contiennent des mélanges de produits dont vous ne connaissez pas l'effet sur votre organisme, l'effet synergique, le combo, quelles sont les conséquences, l'association avec les autres aliments que vous allez consommer dans votre vie, votre physiologie personnelle. Donc là, finalement, pour revenir aux choses simples, revenons à la vidéo de Laura. Une autre remarque, une autre question parmi le public. N'hésitez pas. Oui, madame, au premier rang, s'il vous plaît. Oui, bonjour et merci. Moi, j'ai une question sur le régime végétarien. Comment bien manger quand on est végétarien? Pour qu'il n'y ait pas de carence, c'est ça? C'est ce que vous voulez dire? Oui, mais végétarien avec une consommation d'œufs et de lait ou végétarien? Oui, végétarien. C'est pas végétalien. C'est pas végétalien. Oui. Voilà, végétarien. Comment bien manger en étant végétarien? Bien manger bien, partager. Pour ma part, quand le régime végétarien est associé à une consommation de produits laitiers et d'œufs, voire peut-être un petit peu de poisson de temps en temps pour avoir les oméga 3 et la vitamine D. On en parlait tout à l'heure à la table ronde, en début d'après-midi. Je ne vois pas l'inconvénient si vos apports en fruits et légumes sont très variés, vos céréales, les oléagineux, etc. sont variés. Oui, on peut parler de protéines végétales. Oui, c'est une alimentation de qualité. Et varier vraiment les sources alimentaires de protéines, de fibres, de vitamines. Il faut vraiment faire la distinction entre végétarien, vegan, flexitarien et rien. Voilà. Les compléments alimentaires, par exemple, nous, au Centre Léon Bérard, on se méfie, on les interdit tous et on les fait arrêter à toute personne qui est suspecte de quelque chose. Donc ça, c'est très important. Et pour les végétariens, attention, ça a été très bien dit par Béatrice, c'est-à-dire que si vous êtes une véritable végétalienne, ce n'est pas conforme à une alimentation équilibrée. Donc vous allez vous désociabiliser parce que vous allez manger très peu de choses. Donc déjà, il y a quelque chose à... Ou alors se réunir qu'entre végétaliens pour faire des groupes de végétaliens, parce que sinon on arrive avec son petit tupperware et on mange ses graines de son côté. Après, les carences, elles existent. Surtout la perte de masse musculaire. Et la perte de masse musculaire, je le rappelle, que c'est la première cause de dénutrition. C'est la première maladie chez le sujet de plus de 60 ans. Donc un végétalien qui fait mal sa compensation pour essayer de pallier aux carences va se retrouver en sarcopénie, c'est-à-dire la perte de la masse musculaire, la fibre musculaire, et donc la baisse de l'immunité. Et c'est comme ça qu'on a des études qui montrent que les végétaliens, je parle bien des végétaliens,
ont malheureusement des incidences de pathologie assez lourdes, beaucoup plus importantes que les autres, alors que toute leur vie, parce qu'avec le végétalisme, souvent on ne boit pas, on ne fume pas, il n'y a pas grand-chose qui reste, donc socialement, et il faut être vigilant. Végétarien, ça se discute si c'est bien compris. Flexitarien, c'est l'idéal, parce que dans le fond, c'est revenir à quelque chose où on redevient un peu plus normatif, c'est ce que je disais ce matin. On quitte l'homme omnivore opportuniste pour revenir à l'homme omnivore, végétarien et mangeant des racines. Alors, je me permets, flexitarien pour moi c'était un peu omnivore, mais c'était les gars qui mangeaient de la viande qui étaient un peu jaloux des végétariens et qui s'étaient inventé un terme. Voilà, c'est celui qui est à la mode et qui se fait plaisir et qui se dit je suis flexitarien quand ça l'arrange, et quand ça l'arrange pas, il redevient comme les autres. Et moi, alors pour le coup, je vais faire un témoignage. Je vous en prie. Moi, je suis pas végétarien pour dessous. J'aime bien la viande. J'en mangeais beaucoup et maintenant j'essaie d'en manger beaucoup moins. Et j'ai eu la chance de beaucoup voyager pour découvrir les cuisines du monde entier. Et c'est vrai qu'il y a des gastronomies qui se prêtent plus au végétarisme que la gastronomie française. Et avant, en France, on avait tendance à voir le végétarisme comme écoutez, on va vous servir le gratin dauphinois qu'on sert habituellement avec une bavette à l'échalote. Et maintenant, il y a vraiment toute une réflexion sur la chose et on peut vraiment se régaler avec des plats végétariens. Et je rebondirai sur le fameux doc en disant que plutôt que de manger de la viande de merde tous les jours, mangez-en moins, mais mangez de la meilleure. Soit ça coûtera plus cher, parce qu'il n'y a jamais de bonnes affaires. Hein. C'est comme une Rolex à 10 €, ça n'existe pas. Un bon morceau de bœuf, ça a un certain coût, parce que ça prend du temps. Et sur des circuits courts, les agriculteurs n'ont pas les mêmes charges, forcément, que si on va chercher la bidoche à 5000 km. Donc voilà. Merci. Alors, il est temps de conclure. Donc, on a bien compris que bien manger, ça s'apprend. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Moi, notamment le coup de la salade. Là, franchement, j'étais pas du tout dedans. Donc, on a appris qu'il fallait d'abord s'organiser, bien sûr, anticiper, faire les courses, cuisiner. Et quel bonheur de cuisiner. Combien on est heureux dans une cuisine. Parce que ça sent bon, il y a de la couleur, et après on se régale. La convivialité, on l'a bien abordé, et je crois que c'est aussi un maître mot dans tout ce qu'on a dit. Bien manger, en pleine conscience, en privilégiant les bons produits, frais, bien sûr, Grégory, toujours. On a appris pas mal de choses cet après-midi. Merci de les avoir appris avec nous. Merci à tous, et à tout à l'heure.